Par gros temps en solo, la compétence a une limite. 40 nœuds de vent, mer déferlante, 2 jours sans sommeil correct. À ce stade, ce n'est plus seulement le marin qui navigue, c'est aussi le bateau. Pas de façon abstraite, de façon structurelle. Par sa stabilité, par sa quille, par la façon dont il suit son cap, par la façon dont il réagit quand vous êtes trop fatigué, trop froid ou trop lent à réagir. C'est pour ça que certains voiliers reviennent systématiquement dans les conversations entre marins solitaires sérieux. Pas parce qu'ils sont à la mode, pas parce qu'ils sont rapides par mer plate. Parce que quand les conditions deviennent violentes, ces bateaux continuent à faire les bonnes choses. Ils se redressent, ils se protègent, ils réduisent la charge de travail, ils achètent du temps. Et au large en solo, le temps est tout. Le temps de prendre un riz, de se reposer, de réfléchir, de rester en vie. Voici 5 voiliers éprouvés, en lesquels les marins solitaires font confiance par gros temps au large. Pas basés sur le marketing, basés sur ce qui compte vraiment quand la météo devient sérieuse. Numéro 5, Vancouver 34. Le Vancouver 34 est le genre de bateau qui devient plus impressionnant à mesure que votre façon de penser devient plus pratique. À première vue, il n'attire pas l'attention. Mais pour la navigation hauturière en solo, c'est presque le but. Ce bateau est conçu pour rendre les conditions difficiles plus gérables. Conçu par Robert Harris et construit par North Shore Yachts, le Vancouver 34 est un développement direct du Vancouver 32. Il est largement considéré comme un croiseur hauturier éprouvé, particulièrement pour les longues traversées et les circumnavigations en solo. Les priorités de conception sont claires: cap, équilibre, protection, prévisibilité. La coque porte une longue quille en plomb encapsulée et un gouvernail soutenu par un sabot robuste. Cette combinaison compte énormément par gros temps. La longue quille aide le bateau à maintenir son cap dans les mers agitées sans être dévié toutes les quelques secondes. C'est exactement ce que veut un marin solitaire. Moins de correction de barre, moins de fatigue sur la durée, plus de confiance dans le pilote automatique. Le gouvernail soutenu par un sabot n'est pas un bonus offshore, c'est une fonction de survie. Un gouvernail exposé est toujours une vulnérabilité. Un gouvernail protégé est bien mieux adapté aux milles océaniques et aux mers brutales. Longueur hors tout, 10,44 mètres. Déplacement, 6350 kg. Ballast, 2722 kg, soit un ratio de ballast de près de 43%. Coefficient de confort, 32. Ce n'est pas un côtier prétendant être hauturier. C'est un vrai voilier océanique avec assez de déplacement et de ballast pour tenir dans la toile et garder un mouvement stable par mer dure. Le gréement cotre est prévu large, avec 2 galopants et un étai solide. Cette redondance est l'une des choses que les marins solitaires valorisent le plus, parce que si un élément est endommagé, le système entier n'est pas immédiatement perdu. Et quand le vent force, vous pouvez réduire la toile progressivement, garder le centre de poussée bas et central, sans que le bateau ne devienne déséquilibré. Sa capacité à mettre en panne est l'un de ses atouts les plus importants. Pour un marin solitaire, la survie ne consiste pas toujours à continuer à avancer. Parfois, il s'agit d'arrêter le combat. En bordant le foc à contre et en bloquant la barre, le Vancouver 34 peut dériver lentement sous le vent à 1 ou 2 nœuds, créant une traînée qui empêche les vagues de déferler sur le pont. Ça permet de descendre, de récupérer, de manger, d'attendre que le pire passe. Un bateau capable de se gérer ainsi vaut bien plus qu'un demi-nœud supplémentaire par beau temps. Numéro 4. Pacific Seacraft 37. Le Pacific Seacraft 37 est l'un des meilleurs exemples d'un bateau qui allie les valeurs hauturières traditionnelles à un peu plus de performance et de réactivité. Conçu par Bill Kraylock en 1978,
Il est depuis longtemps considéré comme l'une des meilleures conceptions polyvalentes pour la navigation hauturière en solo. La coque a un maître-bau modéré et de longs élans qui contribuent à un mouvement marin. Cela évite les chocs durs fréquents sur les bateaux modernes à fond plat. Et ça compte plus en mer que beaucoup de marins ne le réalisent. Les chocs sont épuisants. Ils ralentissent le bateau, délogent l'équipement, détruisent la concentration. En navigation solitaire, la concentration est une monnaie de survie. L'angle de disparition de la stabilité est de 140 degrés. Pas le plus élevé de cette liste, mais profondément respectable. Le bateau ne met pas le rail à l'eau avant environ 35 degrés de gîte. Ça signifie qu'il donne de l'avertissement, reste composé, résiste bien à la toile. Pour un marin solitaire, c'est un avantage considérable. Le bateau ne punit pas les petits retards à prendre un riz avec un drame immédiat. Longueur hors tout, 11,25 mètres. Déplacement, 7350 kg. Ballast, 2812 kg. Ratio déplacement sur longueur, 335. Coefficient de confort, 33,7. C'est clairement un croiseur hauturier avec un déplacement réel et une vraie stabilité, mais avec un peu plus de vivacité que les classiques très lourds. L'œuvre vive est particulièrement intéressante. Plutôt qu'une longue quille intégrale, le Pacific Seacraft 37 utilise une quille semi-longue avec un gouvernail sur sabot. Ça donne une meilleure réactivité que les bateaux à quille longue pure, tout en préservant la protection du gouvernail et la stabilité directionnelle. Il navigue plus activement, sans abandonner la philosophie conservatrice que les marins solitaires ont tendance à respecter. Le gréement côtre est une grande partie de l'attrait. Au fur et à mesure que le vent forcit, vous pouvez garder le bateau équilibré sous des combinaisons plus réduites, sans forcer le gréement dans des compromis inconfortables. Trinquette et grand voile avec un ris. Centre de poussée bas et central, moins d'ardeur, bateau plus facile pour la girouette directrice. C'est exactement ce que veulent les marins solitaires par gros temps. De nombreux Pacific Seacraft 37 ont également été équipés d'un kit navigation en solitaire qui amène la manœuvre courante au cockpit. Chaque fois que vous pouvez prendre un riz sans quitter l'abri du capot, vous réduisez le risque. Numéro 3. Westsail 32. Le Westsail 32 n'est pas subtil. Il ne cherche pas à cacher ce qu'il est. C'est l'un des voiliers de croisière les plus surconçus, les plus obstinés et les plus durables jamais produits. Et quand les marins solitaires parlent de bateaux en lesquels ils font confiance par temps vraiment violents, le Westsail 32 revient toujours pour une raison simple. Il est construit comme s'il s'attendait au pire. Les ratios sont extrêmes. Ratio déplacement sur longueur, 419. Coefficient de confort, 42,9, le plus élevé de ce groupe. Formule de dépistage au chavirement, 1,64. Excellent. Vitesse théorique de coque, 7,03 nœuds. Ce bateau n'essaie pas d'impressionner par conditions légères. Mais une fois que l'état de la mer se construit, ces ratios lourds deviennent un atout. Un déplacement sur longueur de 419 signifie une masse considérable pour la longueur. Ça se traduit par une inertie et un mouvement fortement amorti. Dans la pratique, le Westsail 32 n'est pas ballotté aussi violemment que les bateaux plus légers. Il bouge plus lentement, plus doucement. Et pour un marin solitaire, ça fait une grande différence. Moins le bateau bouge violemment, plus il est facile de cuisiner, de naviguer, de se déplacer en bas et de continuer à fonctionner. La construction est l'une des grandes raisons de sa réputation. La coque utilise 12 couches de fibres de verre stratifiées à la main. L'épaisseur de coque varie d'environ 19 mm au bouchin à plus de 28 mm à la quille. Ce n'est pas de l'efficacité légère, c'est de la résilience brute. Le ballast est encapsulé, pas de boulon de quille à corroder, pas d'interface quille-coque séparée agissant comme point de contrainte. La quille fait partie du bateau.
et ça change radicalement le profil de défaillance après des échouages durs ou des impacts hauturiers violents. Son histoire la plus connue est celle du Satori dans la tempête de 1991, la tempête parfaite. Le bateau a été abandonné sur ordre des gardes-côtes américains, mais il a survécu à la tempête seul et a été retrouvé sur une plage dans un état remarquablement bon. Le bateau a été couché à environ 90 degrés 2 fois et s'est redressé à chaque fois en quelques secondes. L'équipage est parti, le bateau ne pouvait pas, et le bateau a survécu. C'est un endossement extraordinaire de la résilience structurelle. Le cockpit est très petit. Ça semble être un inconvénient jusqu'à ce que le temps se dégrade. Au large, un petit cockpit est plus sûr, car il limite la quantité d'eau que le bateau peut embarquer si une vague arrive par l'arrière. Moins d'eau piégée signifie moins de poids dangereux et une récupération plus rapide. Le Westsail 32 sacrifie l'espace social au cockpit en faveur du comportement en tempête. C'est exactement le genre de compromis que les marins hauturiers sérieux respectent. Numéro 2. Contessa 32. Le Contessa 32 prouve l'une des vérités les plus importantes de la conception hauturière. Un bateau n'a pas besoin d'être grand pour être marin, il doit être juste. Conçu par David Sadler avec Jeremy Rogers en 1970, il est devenu légendaire pour ce qu'il a réalisé lors de l'un des pires désastres de course offshore de l'histoire, le Fastnet 1979. Force 10, mers extrêmes, 15 morts, plusieurs bateaux perdus. Et parmi tout ça, le Contessa 32. Hassan est devenu le seul bateau de la plus petite classe à finir. Ça a tout changé. Le chiffre le plus important est l'angle de disparition de la stabilité, 156 degrés. Exceptionnel. Après l'enquête sur le Fastnet, les comparaisons techniques ont montré que certains designs de course de la même époque avaient un AVS de seulement 117 degrés. Cette différence raconte toute l'histoire. Le Contessa veut revenir à la verticale, agressivement, de façon fiable. Longueur hors tout, 9,115 m. Beau 2,9. Déplacement 4320 kg. Ballast 2040 kg. Ratio ballast sur déplacement 47,4%. Formule de dépistage au chavirement 1,80. Comparé aux bateaux plus lourds de cette liste, le Contessa n'est pas la monture la plus douce. Son coefficient de confort est plus bas. Il est plus mouillé, plus compact. Mais en échange, vous obtenez un voilier hauturier étroit, bas sur l'eau, profondément lesté, avec une stabilité positive extraordinaire. Le faible franc-bord signifie que vous serez mouillé, mais aussi moins de surface exposée au vent, moins de profil pour que la mer frappe, et une coque qui glisse dans les conditions, plutôt que de se battre contre chaque vague, avec une structure excessive au-dessus de l'eau. La construction est en GRP massif aux normes Lloyds. Et le pont est également en GRP massif, sans âme, sans balsa, sans contreplaqué. Ça élimine le risque à long terme de pourriture de lame et de délaminage du pont. Pour un vieux voilier hauturier, c'est un avantage considérable. Le mât est implanté sur la quille, ce qui donne une sécurité supplémentaire sous les charges de dessalement. Moins de commodité, plus de confiance structurelle. Willy Kerr a décrit l'Ascent chargeant au-dessus de vagues de plus de 12 mètres pendant le Fastnet, prenant un coup de tabac qui a déplacé les affaires et amené de l'eau dans le cockpit, mais se redressant si vite que l'équipage n'a jamais ressenti de vraie perte de contrôle. Kerr a ensuite emmené l'Ascent sur plus de 160 000 milles, incluant l'Antarctique et l'Arctique, souvent en solitaire. Ça prouve que le bateau n'est pas juste bon pour survivre à une tempête célèbre. Il est bon pour endurer des années de conditions hostiles. Numéro 1. Rustler 36. Si vous demandez lequel de ces 5 bateaux est devenu la référence moderne pour la confiance en solo par gros temps, la réponse est le Rustler 36. C'est le bateau qui continue à apparaître là où le temps devient assez sérieux pour exposer les conceptions faibles.
et il continue à prouver pourquoi les gens le choisissent. Conçu par Holman et Pye en 1980, le Rustler 36 est devenu la référence dominante dans le monde hauturier, particulièrement à travers le Golden Globe Race. Ça compte parce que le Golden Globe dépouille tout. Pas de coussin technologique moderne, pas d'intervention facile, pas de récompense pour une vitesse fragile. Les bateaux qui s'en sortent bien là-bas sont ceux qui peuvent prendre soin d'eux-mêmes pendant très longtemps dans des endroits très durs. Le chiffre qui attire chaque marin hauturier en premier. Angle de disparition de la stabilité, 157 degrés. Superbe. L'un des plus élevés de cette liste. Longueur hors tout, 10,77 mètres. Beau, 3,35 mètres. Quirando, 1,68 mètres. Déplacement, 7644 kg. Ballast, 3456 kg. Ratio ballast sur déplacement, 45,3%. Ratio déplacement sur longueur, 384. Coefficient de confort, 36,2. Formule de dépistage au chavirement, 1,72. C'est un profil hauturier très puissant. Déplacement lourd, ratio de ballast élevé, bau assez étroit pour une bonne récupération, excellente stabilité. Le déplacement sur longueur élevée est particulièrement important dans les mers debout. Un bateau plus léger tend à perdre sa vitesse et son rythme quand il frappe de grosses vagues. La masse du Rustler l'aide à maintenir son élan. Ça rend le bateau plus facile à gérer en mer, plus composé, plus prévisible. La construction est une grande partie du facteur de confiance. La coque est en GRP massif. Ça évite les risques de délaminage sous-marin associés aux coques à âme dans une utilisation hauturière à fort impact. La quille est en plomb encapsulé intégral à la structure de la coque. Pas de boulon de quille externe, pas d'interface quille-coque vulnérable à la corrosion ou à une séparation catastrophique. Cette seule caractéristique suffit à faire dormir beaucoup de marins hauturiers plus tranquillement, parce que la perte de quille est l'une des défaillances les plus terrifiantes en voile. Le gouvernail est soutenu par un sabot robuste. Encore une fois, le bateau protège un appendice critique au lieu de l'exposer. C'est un thème récurrent dans les vrais bateaux par gros temps. Protégez ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Le bilan de course parle de lui-même. Dans le Golden Globe 2018, Jean-Luc Van den Heede a navigué son Rustler 36 Matmut en tête à travers l'océan austral, survivant à plusieurs tempêtes avec seulement des dommages mineurs. Mais la preuve la plus dramatique est venue du Rustler 36 de Suzy Goodall dans le Pacifique Sud. Environ 60 nœuds de vent et des mers de 13 mètres, le bateau a été retourné de bout en bout, le gréement détruit, l'intérieur ravagé, Goodall projeté violemment à l'intérieur et assommé. Et pourtant, après que le bateau se soit redressé, la coque et le pont sont restés intacts et étanches. Cette survie signifie tout. Même après un événement catastrophique, le Rustler 36 a accompli la tâche la plus importante. Il a maintenu la survivabilité. Il a gardé le marin en vie. C'est le niveau final de confiance hauturière. Pas un bateau qui ne subit jamais de dommages. Un bateau qui vous protège encore quand les dommages sont graves. Ce que ces 5 bateaux nous disent, c'est que la navigation solitaire par gros temps n'est pas une question d'une caractéristique magique. C'est une chaîne de décisions correctes. Un bateau doit se redresser depuis des angles extrêmes. Il doit garder ses appendices protégés. Il doit gérer la réduction de voilure logiquement. Il doit travailler avec le pilote automatique au lieu de le combattre constamment. Il doit se déplacer dans les eaux agitées d'une façon qui ne détruise pas le marin. Et il doit rester structurellement cohérent quand les conditions passent de dures à violentes. Si vous avez navigué sur l'un de ces bateaux en solitaire par temps sérieux, ou si vous auriez un choix différent et une raison valable, dites-le en commentaire. C'est là que ces discussions deviennent vraiment utiles.
Et si ce type d'analyse directe sur la navigation hauturière et le choix de bateaux vous intéresse, abonnez-vous. C'est ce que cette chaîne propose.